Bonjour à tous. Je me présente, Maude Grenier-Amel, directrice de la coordination et de la prospective énergétique au ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Donc, un webinaire très attendu aujourd'hui, le rôle du Bureau d'audience publique sur l'environnement, le BAP, dans l'évaluation des projets éoliens et plus particulièrement le rôle du BAP dans la participation citoyenne. Pour nous en parler, j'accueille Mme Sylvie Mondor, directrice de l'expertise environnementale et du développement durable au BAP depuis 13 ans et auparavant analyste sur plus d'une vingtaine de commissions d'enquête du BAP de 2002 à 2011. Donc, une personne d'une grande expérience avec nous aujourd'hui. Madame Mondor, à vous la parole. D'être clair et de vous donner, bref, les règles, le cadre usuel, bref, ça pourquoi je suis là aujourd'hui. Donc, le BAP, quoi, pourquoi et comment. Dans les faits, on va commencer par le quoi. Qu'est-ce que c'est? Le BAP, c'est un organisme gouvernemental neutre et impartial relevant du ministre responsable de l'Environnement. Il permet aux citoyens, aux citoyennes de s'informer, d'exercer un droit de parole sur de larges questions relatives à l'environnement ou sur des projets qui les préoccupent ou pour lesquels ils ont un intérêt. C'est quoi la mission? Éclairer la prise de décision gouvernementale en transmettant au ministre responsable de l'Environnement des analyses, des constats et des avis qui prennent lieu dans un rapport et qui tiennent compte des 16 principes de la loi sur le développement durable. Le cadre légal du BAP le BAP est encadré par plusieurs lois, notamment la plus importante, la loi sur la qualité de l'environnement, qui va, par le biais de l'article 31.1 et suivant, encadrer ce qu'on appelle la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement pour certains projets. Donc, cette procédure-là, vous en avez eu un aperçu avec les collègues du ministère la semaine dernière, ce qui fait que je n'irai pas plus loin. Mais dites-vous que la loi, l'article 1 suivant, va être le cadre légal pour la majorité des projets sur lesquels qu'on examine et aussi pour, en vertu de l'article 6.3, des questions environnementales que nous soumet le ministre. Quand on parle de questions environnementales, on parle de questions larges sur notamment les matières résiduelles. On a eu une sur l'amiante, sur l'uranium. On en a eu quand même pas loin d'une dizaine à travers le temps. Je pense même plus qu'une dizaine. Il y a d'autres lois aussi par lesquelles le ministre peut nous donner un mandat. On parle de la loi sur les parcs ou la conservation du patrimoine naturel. Dans ce cadre-là, ce sont pour la création de nouveaux parcs ou de nouvelles aires protégées ou les modifications de limites de ces parcs-là. Sinon, il y a d'autres lois qui font en sorte qui nous encadrent, la loi sur le développement durable, la loi sur les commissions d'enquête et la LACPI, mais je vous en parlerai un petit peu plus loin. Quand on parle de la loi sur la qualité de l'environnement, le BAP a juridiction, mais uniquement sur le volet méridional du Québec, c'est-à-dire sous le 49e parallèle, dans les territoires qui sont non conventionnés. Au nord, pour les territoires conventionnés en territoire CRI ou en territoire Inuit, ce sont d'autres régimes, d'autres juridictions qui s'appliquent. Donc, par contre, pour des questions larges au niveau environnemental, le ministre peut nous demander quand même de couvrir l'ensemble du Québec. Ce fut le cas, entre autres, avec la générique sur les résidus ultimes. Pourquoi le BAP existe? Le BAP existe pour donner une parole, une voix aux citoyens. Et je vais faire un petit bout historique pour vous montrer d'où ça part réellement et pourquoi ça existe. Je vous ramène à l'été 78, l'autoroute du frein Montmorency en construction sur les battures de Beauport. Il y a une très forte mobilisation sociale. Le décret est donné. Le projet peut aller de l'avant. L'autoroute est en train d'être construite et il va y avoir un remblai total des battures de Beauport pour construire un parc industriel. Mais, compte tenu de la mobilisation, voulant donner à la population une chance de s'exprimer, le ministre de l'époque, M. Marcel Léger, nomme 4 commissaires et les mandate pour entendre et rapporter les commentaires que la population a sur le projet. On parle, dans les faits, d'une commission ad hoc. Le BAP n'existe pas. La commission va déposer son rapport le 16 novembre 1978. Pour la petite histoire, la commission a loué une salle qui pouvait contenir 70 personnes à Beauport dans un restaurant et il en est venu 700.
Elle a fait installer des écrans géants pour que les gens puissent suivre les audiences en direct à partir de l'extérieur. Donc, il y a eu quand même une mobilisation sociale importante. Et ce que ça a donné, bien, ça a permis de conserver les battures. Donc, le BAP, la naissance du BAP, décembre 78. Le rapport sur les battures de Beauport est sur le site du BAP si vous voulez le lire. C'est le rapport numéro 0 parce qu'à cette époque-là, le BAP n'existait pas encore. Le Québec, par sa création, devient la première province à se doter d'une procédure d'évaluation d'examen des impacts environnementaux et d'un organisme indépendant de participation publique. Encore aujourd'hui, le BAP est un organisme assez particulier parce qu'il conjugue le fait de consulter tout le monde sans prérequis, tout le monde peut participer à une audience du BAP ou à une consultation, mais a aussi des pouvoirs d'enquête, ce qui est quand même très, 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 très particulier. Il n'y a pas beaucoup d'équivalents dans le monde. Dès sa création, il privilégie une définition de l'environnement englobant les dimensions larges, une interprétation large de l'environnement qui inclut les dimensions écologiques, socio-économiques et culturelles. La vision initiale qui a fait en sorte que le BAP a été créé est celle-ci, et je prends le temps de la lire parce que c'est quand même important de comprendre à quel point la prise de décision inclut le citoyen dans le processus du BAP. Nous voulons en effet que désormais le citoyen soit un agent actif et responsable de l'environnement et devienne un partenaire indispensable dans le processus de prise de décision susceptible de déboucher sur les modifications de la qualité du milieu. C'est prononcé par M. Marcel Léger, quand autrement il a présenté le projet de loi en septembre 1978, loi qui sera sanctionnée en décembre de la même année. Donc, la raison d'être du BAP, la participation citoyenne. Par leur connaissance du milieu, les citoyens et les citoyennes sont les mieux placés pour cerner les répercussions d'un projet sur le territoire. Les citoyens sont les experts de leur milieu de vie. Ils connaissent leur environnement mieux que personne. Et c'est évident que cette expertise citoyenne-là, elle est chère et elle est précieuse pour l'ensemble des commissions. Parce que c'est ce savoir-là que les commissions vont s'appuyer pour bâtir leur analyse éventuelle. Leurs questions, les questions des citoyens, leur savoir, leur point de vue enrichissent l'analyse des commissions d'enquête et leur contribution sert à éclairer la prise de décision. Et comment on fait ça? Je n'irai pas dans le nombre ou les différents types de mandats. Je vais me concentrer sur les mandats d'audience parce que dans les faits, ils expliquent pas mal l'ensemble de la démarche. Mais allons-y. Je vous disais que le BAP a pour mission d'éclairer la prise de décision, mais pour ce faire, il y a 4 rôles. Informer, consulter, enquêter et aviser. Et ces 4 rôles-là vont se suivre et, je dirais, se conjuguer pour éventuellement permettre aux commissions de produire un rapport et éventuellement aviser le ministre. Vous avez vu la semaine dernière un résumé de ce qu'est la procédure d'évaluation environnementale. J'en ai un cours ici aussi, ce qui fait que je ne m'y attendrai pas beaucoup. Mais juste retenir une chose. Quand moindrement le BAP entre en scène, c'est après l'analyse de la recevabilité de l'étude d'impact. À ce moment-là, le ministre va donner un mandat de période d'information publique au BAP et le BAP, avec ce mandat-là, va sortir publiquement dans le but de faire connaître le projet et annoncer aussi une soirée d'information du public qui va avoir lieu pendant cette période-là. Cette soirée-là, elle vise à faire en sorte d'informer les citoyens pour qu'ils puissent poser des questions sur le projet à l'initiateur qui va être présent à cette soirée-là. Donc, advenant le fait que, suivant la soirée ou pendant la période d'info, un ou plusieurs citoyens ont encore des questions ou des préoccupations, il peut adresser une demande au ministre à l'effet qu'il y ait un examen public qui soit conduit par le BAP. Ça prend juste une requête jugée non frivole pour déclencher le processus. Et advenant le fait qu'il y a effectivement plusieurs requêtes, bien là, on risque d'avoir un mandat d'audience qui va durer 4 mois. C'est sûr et certain que selon la nature des requêtes, selon les motifs invoqués, la recommandation au ministre sur le type de mandat va être différente. La recommandation, elle est faite par le BAP. Donc, selon la nature, les motifs qui sont invoqués dans les requêtes, selon le nombre aussi, le BAP va indiquer au ministre
quel mandat il devrait lui retourner, compte tenu du fait que ces motifs-là vont être essentiels au choix du type de mandat. On parle d'une audience publique de 4 mois, d'une consultation publique de 3 mois ou éventuellement d'une médiation de 2 mois. Quand on parle d'une médiation, c'est un processus qui va être privé de négociation. Seuls les comptes rendus et éventuellement le rapport seront rendus publics. Quand on continue, donc, on parle d'une période d'information publique de 30 jours dont je vous ai parlé tantôt. S'il n'y a aucune demande de consultation publique, le rôle du BAP se termine tout simplement là. Advenant le fait qu'il y a une demande de consultation publique, eh bien là, il y aura un mandat d'examen du BAP, soit une médiation, une consultation ciblée ou encore une audience. Ici, je vous ai simplement mis un mandat d'audience publique parce que ça va être plus facile de vous expliquer ça en partie séparée. Période d'information du public. Le déroulement d'une période d'information. Bon, le ministre envoie le mandat au BAP et là, il y a annonce de la période. Ensuite de ça, quand moindrement le BAP va annoncer la période d'information, il va aussi annoncer du même coup la séance publique d'information. C'est durant cette séance publique, pas durant la séance, mais durant l'ensemble de la période d'info qu'un citoyen ou un groupe ou qui que ce soit peut faire une demande de consultation publique ou de médiation. Et à la fin de la période d'information publique, un compte-rendu factuel est déposé sur le site et envoyé au ministre. Quels sont les rôles de chacun pendant cette période d'information du public-là? Le BAP, son rôle essentiellement, ça va être d'informer la population sur le projet. Il va faire ça par des communiqués, par des centres de consultation, par les médias sociaux, par des briefages médias aux besoins. Ça se fait pas toujours, mais il y en a souvent. Et il va tenir une séance publique d'information et il va produire un compte-rendu factuel. L'initiateur de projet, ce qui lui est demandé à ce moment-là, c'est de diffuser un avis public, de présenter son projet et de répondre aux questions le plus clairement possible. Bien évidemment, il y a un effort de vulgarisation à faire pour être certain que les citoyens comprennent la nature du projet. Et les citoyens, leur rôle, c'est de s'informer, de se faire une tête, poser des questions en séance, et éventuellement décider si oui ou non ils feront une demande d'examen public. Audience publique maintenant. Rôle et façon de fonctionner. Former une commission d'enquête. Quand le ministre nous envoie un mandat d'audience publique, la première tâche du président et de moi-même, ça va être de former une équipe et une commission d'enquête. Le président va veiller à former, à choisir des personnes qui sont en mesure de livrer le mandat. Et de mon côté, moi, je vais former une équipe d'analystes qui vont être en mesure de traiter les enjeux qui vont être soulevés par le projet. Chacun des commissaires qui sont nommés sur la commission ont les pouvoirs et l'immunité prévus par la loi sur les commissions d'enquête. On parle de pouvoirs quand même très étendus qui incluent le fait d'assigner quelqu'un à comparaître, d'exiger le dépôt de documents, d'exiger que les questions soient répondues. Bref, ça va quand même relativement loin. C'est à peu près les mêmes pouvoirs qu'un juge de la Cour supérieure a mis celui de mettre en prison. Il y a aussi les membres qui vont être nommés commissaires doivent s'engager à respecter le code de déontologie. Ils déclarent aussi l'absence de conflit d'intérêts et s'engagent au niveau éthique et déontologique. Et bien évidemment, ils s'engagent aussi à respecter les règles de procédure du bureau. Une audience publique se fait toujours en 2 parties. Et la première partie est dévolue au questionnement des participants et au questionnement de la commission. C'est ce qu'on appelle la partie enquête. Et la partie 2, elle est dévolue à l'écoute des opinions et des contributions des participants. La façon dont ça va s'articuler, tout ça, c'est que quand moindrement la commission va être en séance publique, il va y avoir une lecture des requêtes ou des demandes qui ont été adressées au ministre et qui ont été jugées non frivoles. Et suite à ça, la commission va ouvrir au questionnement. Donc, qui que ce soit dans la salle ou en ligne,
peut adresser une question à la commission. Et la commission, suite à la réception de cette question-là, va la rediriger soit à l'initiateur, soit aux personnes ressources, ou soit va y répondre elle-même si moi vraiment la question lui est adressée. La commission, elle fonctionne, elle s'organise pour faire en sorte que les questions, elle les comprend bien de la part du public. Elle s'organise aussi pour valider si moi vraiment son interprétation de la question est adéquate. Et après ça, elle va faire du pouce avec cette question-là. L'idée étant vraiment de rendre l'information disponible et de sortir le plus possible d'informations par rapport à la question qui est posée. C'est-à-dire s'organiser pour que la réponse aux questions soit intéressante et puis pertinente. En deuxième partie, on parle d'opinion des participants. À ce moment-là, la commission va entendre les participants qui souhaitent s'adresser à elle, tous les participants qui souhaitent s'adresser. Elle va en fait aussi poser des questions pour éclaircir certains points des mémoires ou certaines zones un petit peu plus sombres ou même essayer d'obtenir de l'information par rapport au vécu ou l'expertise terrain que ces personnes-là détiennent. Ce n'est pas du tout dans le but on essaie vraiment de faire en sorte que les gens se sentent à l'aise, écoutés et respectés dans leur opinion. L'idée étant juste d'obtenir plus d'informations. Donc, il ne faut pas que les gens aient peur des questions des commissaires parce que c'est vraiment pas du tout, le but, c'est vraiment pas de déstabiliser personne. Le but, c'est d'obtenir de l'information pour l'ensemble des parties. Et suite à l'ensemble de l'information qu'on va avoir obtenue tant en première partie qu'en deuxième partie, bien là, la commission va entrer en analyse et va éventuellement produire un rapport au bout de quelques mois. Les rôles de chacun pendant la première partie. Diriger les séances publiques, faciliter la participation du public, poser ses propres questions parce qu'elle a à faire son enquête, rendre accessible l'information. En ce qui concerne l'initiateur de projet, présenter son projet, répondre aux questions, fournir des compléments d'information, bien évidemment être préparé. C'est vraiment quand même important que l'initiateur de projet soit capable de répondre à l'ensemble des questions qui puissent survenir. Les préparatoires qui ont lieu avant les séances publiques pour chacune des parties prenantes essentielles. En fait, toutes les parties prenantes sont essentielles, mais je dirais les parties prenantes qui ont un rôle particulier, normalement, vont aider ces gens-là à avoir de l'information pour bien se préparer aux séances publiques. On parle de personnes ressources. L'idée est, ce qu'on leur demande, c'est de répondre aux questions meilleures de leurs connaissances et de fournir informations liées à leur champ d'expertise et à leurs responsabilités. C'est important aussi, la vulgarisation est au cœur de ce processus-là parce que, oui, la commission va probablement comprendre ce qui se dit, mais c'est important que les citoyens le comprennent aussi. En tout cas, c'est encore plus important que les citoyens le comprennent aussi. Et le rôle des citoyens et des organismes, poser des questions et être attentif aux autres questions et aux autres réponses. Deuxième partie. Quels sont les rôles de chacun? La commission va diriger les séances publiques, faciliter la participation et poser des questions d'éclaircissement relatives aux mémoires déposées. C'est ce que je vous racontais tantôt. En deuxième partie, il n'y a pas d'initiateur, il n'y a pas de personnes ressources, il n'y a que la commission et les citoyens face à face. En fait, c'est un dialogue qui s'installe en deuxième partie. Donc, quand on parle des citoyens, des organismes, leur rôle, présenter leur mémoire, exprimer des opinions et répondre aux questions de la commission. Nombre de rapports du BAP depuis 1978. Ça fait quand même un petit bout qu'il y a des projets éoliens. J'étais de la première commission sur le premier appel d'offres en 2005, mais il y en a eu un autre avant, un projet éolien à Cap-Chat, il me semble. Donc, quand on parle de projets éoliens, il y en a eu 26, mais il y a eu quand même beaucoup plus de projets éoliens qui sont venus en période d'information du public. Il y a beaucoup de projets éoliens qui ne sont pas passés par un examen public. Mais les documents autour de ces projets-là, on parle d'études d'impact ou de compte rendu de la période d'info, sont encore disponibles sur le site du bureau.
il y a eu aussi 19 projets de centrales hydroélectriques. Quand on parle de projet de centrale hydroélectrique, un projet de mini-centrale communautaire va faire l'objet d'un rapport et le projet des 5 centrales de la Romaine va faire l'objet d'un seul rapport aussi. Donc, quand on parle de projet de centrale hydroélectrique, c'est des projets globaux et pas uniquement d'une centrale à la fois. Et quand on parle, il y a aussi des projets de postes et de lignes. J'ai indiqué uniquement ici des projets en lien avec la production et la distribution d'énergie électrique. Mais le BAP peut être mandaté sur toutes sortes de projets. Il s'agit de projets qui sont considérés à risque élevé, qui sont assujettis au règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts de certains projets en vertu de la LQE. Fait que ça fait pas mal le tour pour moi. Je ne sais pas s'il y a des questions. Et voilà. Il ne semble pas y avoir de questions jusqu'à maintenant. Ne soyez pas timide, la fonction QR en haut sert à ça. En attendant de voir si quelqu'un brise la glace, je rappelle que le webinaire de Mme Mondor sera disponible sur notre page web. On va vous remettre le lien. Ainsi que tous les webinaires qui ont été présentés là, à l'automne dernier et depuis quelques semaines. Donc, vous pouvez tout reprendre en réécoute là, si vous n'avez pas pu vous connecter. On nous demande une première question. Qu'est-ce qu'un BAP générique et pourquoi il n'y en a pas un sur l'éolien? Un BAP générique, c'est un BAP qui est donné en vertu de l'article 6.3 de la loi. Donc, le ministre, en vertu de cette loi-là, de cet article-là, qui dit qu'il peut nous mandater sur toute question environnementale, nous donne un projet, nous donne un mandat d'examen public, mais il n'y a pas de projet particulier. Ce sont vraiment des questions larges. Donc, dans le passé, je vous ai dit, on en a eu sur la gestion de l'eau, on en a eu sur la production porcine, les gaz de schiste, l'uranium, l'amiante, la gestion des résidus ultimes. Et pour avoir un BAP sur l'énergie éolienne, ben, ça prend un mandat du ministre. Nous, on ne fonctionne pas par autosaisine. Ça prend vraiment, c'est le BAP qui décide, c'est le BAP. C'est le ministre qui décide de nous envoyer un mandat ou pas. Merci. Je pense qu'on a une nouvelle question qui s'en vient. Un instant. Oui, quelle est la différence entre l'étude environnementale régionale ou sectorielle ou un BAP générique? Qu'est-ce qui les distingue? En fait, la mécanique est relativement la même, c'est-à-dire que ça prend à la base une question environnementale ou la volonté du ministre de nous donner un examen public sur une portion de territoire particulière où il va y avoir un déploiement. Mais dans un BAP générique standard, il n'y a pas nécessairement de frontières. Quand on parle de évaluation environnementale stratégique, sectorielle ou régionale, ben, l'idée du BAP environnemental sectoriel, c'est d'examiner une filière ou encore une région où il va y avoir plusieurs projets de même nature. Ça pourrait être toutes sortes de choses, entre autres, l'évaluation environnementale sectorielle pourrait couvrir, par exemple, je donne un exemple comme ça, mais ça pourrait être, entre autres, tout ce qui s'appelle réaménagement de berges ou de rives. Parce qu'il y en a plein dans une région où c'est éventuellement les mêmes problématiques où il y a de la gestion de côtes à faire. Ça pourrait être éventuellement un mandat de type régional qui pourrait nous être offert. Ou encore l'examen d'une filière. Ça peut être plusieurs choses, mais c'est clair que c'est un type de mandat qui n'existait pas, qui ne va nous être confié par la nouvelle loi si elle finit par être sanctionnée et mise en vigueur. Et puis, ce type de mandat-là ben, va probablement ouvrir la possibilité d'avoir des BAP sur des questions différentes, mais pas nécessairement à portée provinciale comme dans le cadre d'une générique standard. Merci. Quel est le mécanisme qui remplace le BAP au nord du 49e parallèle? Est-ce que ça fonctionne de la même façon, à savoir que c'est déclenché s'il y a une demande de consultation publique?
Et boy, je vous dirais que je vais avoir de la misère à vous répondre. Je sais qu'il y a effectivement des consultations publiques et que c'est mené par des comités conjoints qui contiennent des personnes des communautés CRI et du gouvernement. C'est souvent tripartite avec le fédéral, mais quels sont les éléments déclencheurs? Je vous dirais que, oh, je ne serais pas en mesure de vous répondre plus précisément que ça. Passe à la suivante alors. Puisqu'il y a eu autant de BAP éoliens, pourquoi continuer à en faire d'autres pour les nouveaux parcs? Est-ce qu'on ne connaît pas déjà les impacts après tous ces BAP sur l'éolien? C'est un droit qui a été conféré par la loi à la création du bureau d'offrir un droit de parole aux citoyens qui veulent s'exprimer sur un projet. Donc, par conséquent, même si moindrement d'un projet éolien à un autre, les enjeux risquent d'être similaires, il y a toujours des particularités vis-à-vis de ce qui se passe au niveau de la communauté locale ou des angles qu'on n'a jamais vus avant, ce qui fait que il n'y a pas deux rapports de projets éoliens qui sont pareils. Et bien évidemment, ça tient compte des particularités ou du contexte très, très précis de chacune des communautés. Un peu sur le même terme, ça fait bien le lien. Est-ce que c'est vrai que lorsqu'il n'y a pas de BAP, les mémoires des citoyens présentés au ministre avant d'avoir son autorisation ne sont pas pris en compte s'il n'y a pas d'experts qui y ont contribué? Est-ce que ça prend à tout prix un expert qui contribue aux mémoires? Mais normalement, quand moindrement, il n'y a pas de BAP, il n'y a pas de mémoire. Donc, le mémoire, il vient avec le fait d'avoir un examen public dans le cadre du BAP, bien sûr. Moindrement, il y a d'autres types de méthodes de processus de consultation, je ne dis pas, mais s'il y a un BAP impliqué, s'il y a un examen public impliqué, ben, les mémoires, ils vont tous être rendus publics, ils vont tous être traités à l'intérieur de la procédure du BAP. Je ne sais pas si je comprends très bien la question, mais pour avoir des mémoires, normalement, ça prend une commission du BAP. Donc, ça Si prend ça quelqu'un s'arrête qui fait une après, demande. oui, si ça s'arrête après la période d'information du public, ben évidemment qu'il n'y aura pas de demande, il n'y aura pas d'appel à la contribution et il n'y aura pas de mémoire. Donc, par rapport aux demandes, vous avez mentionné que ça prend une seule demande qui est jugée non frivole. Comment on Pour détermine si déclencher une demande est frivole ou pas et les, déclenche donc le BAP? oui, il y a un article particulier dans la loi, je ne pourrais pas vous le citer de mémoire, mais qui établit les paramètres de la frivolité en tant que telle. On parle du fait qu'il faut que les motifs soient liés au projet, qu'il y ait un lien direct, il faut qu'il y ait un lien direct avec le projet, il faut qu'il y ait une relation entre l'intérêt de la personne et le projet. Bref, il y a quand même un certain nombre de paramètres, là, je ne veux pas vous dire n'importe quoi, mais qui définissent la notion de frivolité à l'intérieur de la loi. Parfait. On nous demande aussi, est-ce que le BAP évalue l'acceptabilité sociale ou comment le BAP en tient-il compte dans son rapport? Mm-hmm. Je vous dirais que c'est sûr que c'est toujours la question de fond. Le BAP est un excellent indicateur de l'acceptabilité sociale, mais ne se prononce pas d'habitude sur l'acceptabilité sociale. Et la raison est bien simple. Quand moindrement, on a un projet très controversé dans une localité, on peut difficilement. Le BAP est pas un référendum, c'est pas un concours de like. Donc, on peut difficilement dire ben, il n'y a pas d'acceptabilité sociale pour ce projet-là. On peut témoigner du fait qu'il y a une controverse sociale. On peut témoigner du fait qu'il y a une cristallisation des opinions. On peut témoigner du fait qu'il y a une grogne claire puis qu'il y a des camps qui sont très cristallisés vis-à-vis de leur opinion par rapport à un projet. Mais là, de dire oui, acceptabilité sociale ou non, il n'y en a pas, puis en vertu de quelle quantité ou de quels paramètres on pourrait établir ça, ce serait hasardeux, puis je ne serais même pas très rigoureux. Donc, normalement, on s'abstient. Et comment sont pris en compte le rapport du BAP et celui de l'analyse environnementale par le ministre pour sa décision? Il faudrait poser la question au ministre, mais je vous dirais qu'il y a deux rapports devant lui qui tiennent compte de deux réalités différentes. Le rapport qui est de consultation du BAP, ben, c'est un rapport qui tient compte des préoccupations des citoyens,
et qui couvre beaucoup plus large que la mission du ministère. Si vous regardez dans un rapport du BAP, vous allez avoir des avis qui vont concerner d'autres ministères que le ministère de l'Environnement ou qui vont concerner directement aussi l'initiateur. Alors que dans le rapport d'analyse environnementale, ben, le ministère va s'attarder aux éléments propres à sa mission. Il va peut-être y avoir certains points qui, je dirais, un petit peu plus périphériques, mais normalement, c'est vraiment axé sur la mission du ministère. Et puis, le rapport du BAP a une vision portée plus large. Bien évidemment, on ne muselle pas des citoyens parce que sa question porte plus sur le champ de compétences du ministère des Affaires municipales, par exemple. Comprenez-vous l'idée? C'est que ça ne s'adresse pas à la même cible ni au même public. Donc, considérant cela, ultimement, est-ce que c'est le ministre qui décide ou c'est le gouvernement? C'est le gouvernement, mais sur recommandation du ministre. Mais c'est un décret gouvernemental. C'est quand même important de le préciser. Merci. J'attends de voir si on a une nouvelle question. Oui, on nous demande, parmi les différents BAP éoliens, là, vous en avez vécu plusieurs. Est-ce qu'il y a des thématiques qui sont récurrentes, des éléments qui ressortent à chaque fois? Paysage, beaucoup. Normalement, chauve-souris, avifaune, c'est des choses qui reviennent. Protection des milieux hydriques aussi. Des impacts sur l'hydrologie de plus en plus. Je vous dirais qu'avec les changements climatiques et puis des inondations de certaines communautés, il y a une préoccupation très claire par rapport au volet déforestation et l'impact que ça peut avoir sur le réseau hydrographique. Sinon, tourisme, paysage, beaucoup. Ces thématiques-là reviennent pratiquement, je dirais, très, 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 très souvent. Bruit, infrason, ce sont aussi d'autres. Il y a quand même des préoccupations par rapport à la santé. Certaines sont moins sont moins mises de l'avant maintenant. On parle moins d'effets stroboscopiques qu'on en parlait au début, quand autrement la filière s'est déployée dans les années 2000, mais ça reste que ça peut toujours revenir. Une préoccupation, c'est une préoccupation. À partir du moment où un citoyen porte cette inquiétude-là, ben, elle est légitime. Ça fait le tour de nos questions pour aujourd'hui et du temps qu'on avait. Je vous remercie, Mme Mandor, d'avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui. Le prochain webinaire, il va porter sur l'atténuation des impacts du développement éolien sur les espèces fauniques. Justement, vous mentionniez que c'est une des préoccupations qui ressort. Donc, on va accueillir M. Jérôme Lemaître et Mme Marie-André Vaillancourt du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. Et ce sera un rendez-vous pour mardi prochain, le 29 avril, à la même heure, soit 11h30. Donc, encore une fois, merci Mme Mondor. Votre webinaire va être en réécoute sous peu sur notre page web. On vous remet le lien. Et je remercie tous ceux qui ont pris la peine de se connecter aujourd'hui. Merci beaucoup.